Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvel accord de paix signé le 12 septembre par les dirigeants sud-soudanais. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont engagés à mettre fin à 5 années de guerre civile au Soudan du Sud. Ce traité est l'aboutissement du processus de paix entamé en décembre 2017. Le forum sur la révolution verte en Afrique 2018 s'est achevé le 8 septembre à Kigali, au Rwanda. Les États africains ont été appelés à s'engager encore plus dans la transformation du secteur agricole africain, alors que 60 milliards de dollars ont été mobilisés pour cette cause depuis 2016. Et l'économie mauricienne pourrait enregistrer une hausse de croissance à 4% en 2019. Des prévisions portées par les investissements dans le secteur des infrastructures, secteur pour lequel le gouvernement a accordé un budget de 453 millions de dollars. C'était un moment historique pour les autorités africaines. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé le 12 septembre en Éthiopie un nouvel accord de paix pour la stabilisation définitive du Soudan du Sud. L'accord de paix signé marque le début d'une période de transition censée conduire à la tenue d'élections démocratiques apaisées en 2021. Nathalie Moho. Sourires échangés et chaudes poignées de main symbolisent le retour à la paix au Soudan du Sud ce 12 septembre 2018. Le président Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar se sont engagés à mettre fin à 5 années de guerre civile. L'accord de paix signé entre les dirigeants sud-soudanais est un moment historique pour les autorités africaines. C'est une étape majeure et une grande tentative pour la construction d'une paix durable. Alors que nous assistons à cette étape historique, nous nous souvenons et nous pleurons les victimes de la violence et espérons que cet accord fermera ce sombre chapitre au Soudan du Sud. Ce deuxième traité de paix est l'aboutissement d'un processus entamé en décembre 2017. Entre rejet des termes de l'accord et escalade de violence, Riek Machar remettait encore en question le 28 août dernier les capacités du Soudan du Sud à implémenter l'accord de partage de pouvoir. Un scénario qui ravive les craintes de l'échec du nouveau consensus, comme ce fut le cas en 2016. Nous restons préoccupés par le niveau d'engagement des parties à cet accord et à l'accord de cessation des hostilités signé à Addis Abeba en décembre dernier. Le Soudan du Sud en paix doit dorénavant construire son processus de transition élargi sur une période de 3 ans. Elle sera marquée par le retour de Riek Machar au poste de premier vice-président du pays. Depuis un certain temps, le Burkina Faso est visé par des attaques djihadistes. Pour le député de l'opposition, Lona Charles Ouattara, il est impératif de redéfinir la politique de défense du pays. Pour cela, l'ancien colonel préconise le rapatriement de quelques 2300 casques bleus burkinabés déployés au sein de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Marcel Farba-Maroun. Pour lutter contre la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, le député de l'opposition, Lona Charles Ouattara, préconise une redéfinition de la politique de défense adoptée depuis 2010. Il s'agit, pour l'ex-colonel de l'armée et ancien chef des opérations aériennes des Nations Unies, de commencer par le rapatriement des contingents burkinabés dans les forces de maintien de la paix. 2300 d'entre eux sont actuellement déployés en qualité de casques bleus au profit de l'ONU. Il faut que nous rapatrions nos contingents déployés dans les missions de paix. Vous ne pouvez pas aller chercher à protéger des pays amis si vous-même vous êtes menacé. Le Burkina Faso opère dans plusieurs missions de paix actuellement. Un avis que ne partagent pas certains analystes qui rappellent que l'effectif n'est pas ce qui manque au sein de l'armée burkinabé. Pour sa part, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a récemment annoncé une aide de la Chine dans la lutte contre le terrorisme. Une frustration socio-économique et aussi une frustration d'injustice de ces populations-là à l'égard de l'État. Parce que l'Est est une région qui contribue au PIB national. Parmi les 11 régions que comporte le Burkina, l'Est est la 4e région qui contribue le plus au PIB national. Par ailleurs, l'Est est la 2e région la plus pauvre des 11 régions du pays. Depuis le premier trimestre de l'année 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes dans la région du Sahel qui s'étendent désormais dans d'autres localités, notamment à l'Est. Des assauts aux engins explosifs improvisés visant généralement des convois militaires et qui ont fait plus d'une quinzaine de morts au cours du mois d'août 2018.
Les travaux de la première réunion du comité de suivi de la CEDEAO sur la crise politique au Togo ont pris fin le 11 septembre. L'opposition n'a pas trouvé satisfaction sur la question de la CENI et continue de réclamer une recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Les experts électoraux sont attendus très prochainement à Lomé. Reportage de notre correspondante Temefa Kofi. À la deuxième et dernière journée des travaux du comité de suivi de la CEDEAO tenue à Lomé, aucune, sinon pas grande avancée en ce qui concerne la position de l'opposition togolaise qui réclame toujours une recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition estime que le processus se déroule sans elle parce qu'elle exige notamment la réforme de la CENI pour qu'elle soit plus inclusive et qu'elle soit la caution d'une élection plus transparente, plus ouverte, plus crédible. C'est une préoccupation d'ailleurs que partage également la majorité qui est au pouvoir. Il est de notre devoir de contribuer à ce que la CENI connaisse la recomposition souhaitée par toutes les parties. Du côté du pouvoir, la machine électorale est lancée. On estime qu'il revient désormais à l'opposition de la prendre en marche pour la législative fixée au 20 décembre 2018. Le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018. Dans le rang de l'opposition, c'est l'indignation. L'on estime que la question de la CENI n'a pas été discutée à fond avec le comité de suivi. Un comité qui, lui, rassure. Le point de discorde entre pouvoir et opposition au sujet de la CENI trouvera réponse auprès des facilitateurs guinéens et ghanéens attendus à Lomé le 17 octobre 2018. Les leaders africains sont invités à s'engager encore plus dans la transformation agricole du continent. C'est le message qui est ressorti du forum sur la révolution verte en Afrique qui s'est clôturé le 8 septembre à Kigali, au Rwanda. Les États ont été encouragés à poursuivre leur respect de leurs engagements en faveur de la révolution verte sur le continent africain qui possède 65% des terres arables non cultivées au monde. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. C'est sur une haute note que le forum sur la transformation agricole en Afrique s'est clôturé à Kigali, au Rwanda, ce 8 septembre 2018, avec un sommet des chefs d'État et de gouvernement africains et des ministres de l'agriculture de plus de 25 pays africains. Le forum s'est engagé à tripler le commerce agricole entre les pays africains et à forger de nouveaux partenariats avec les pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et Israël. Ce secteur est non seulement essentiel pour la survie, mais il dirige également tous les autres secteurs du développement socio-économique. La majorité des Africains gagnent leur vie à travers le travail de la terre. Pour cela, l'agriculture mérite toute l'attention des politiciens, des chercheurs et des entrepreneurs africains. Plusieurs partenaires ont également promis des financements pour soutenir cette cause de transformation verte en Afrique, surtout pour faciliter l'accès au financement pour des petits agriculteurs africains. Depuis 2016, l'Alliance pour la transformation verte en Afrique a mobilisé plus de 60 milliards de dollars selon les responsables. Tout ne se mesure pas sur la base des fonds que nous avons pu mobiliser. Par exemple, l'un des succès de cette édition 2018 est de pouvoir nous rendre compte que nous avons failli en tant que leader dans ce secteur, mais que nous allons nous corriger. Nous rentrons avec un devoir de suivre de près notre progrès et de sensibiliser les autres à rejoindre notre cause, celle de nourrir l'Afrique. Le forum sur la révolution verte en Afrique a été initié en 2010 avec pour objectif d'explorer les moyens possibles pour transformer le secteur de l'agriculture sur le continent. La 8e édition a attiré plus de 2800 participants. La croissance économique mauricienne pourrait enregistrer une hausse à 4% en 2019. Mais pour que ces prévisions soient effectives, le pays doit investir dans le secteur des infrastructures. Le gouvernement a accordé 453 millions de dollars à ce secteur, dont le budget devrait augmenter de 15% en 2019. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. En 2019, l'économie mauricienne pourrait voir sa croissance augmenter à 4%, d'après le directeur de la Mauritius Commercial Bank, Pierre-Guy Noël. Selon lui, cette croissance devrait être tirée par les investissements dans les infrastructures liées au transport, tels que les chemins de fer et les routes, mais également dans la construction de bâtiments et de logements sociaux.
Un budget de 453 millions de dollars a été accordé par le gouvernement à cet effet. L'investissement public en l'île Maurice a un effet de croissance très porteur, alors que dans d'autres pays où il y a la corruption qui règne, les investissements publics sont surfacturés d'au moins 50%, ce qui réduit l'effet de l'investissement public et surtout la qualité de l'investissement public. Donc c'est pourquoi l'île Maurice, en tablant sur des investissements d'infrastructures, ce sera très porteur de croissance. Le budget consacré aux infrastructures devrait augmenter de 15% en 2019. Toutefois, l'économie mauricienne est toujours confrontée à un accroissement de ses importations. Le secteur touristique et les investissements directs étrangers devraient contribuer à minimiser l'impact de la hausse des importations. L'île Maurice, au départ de son indépendance, elle était un pays de monoculture de la canne à sucre. Elle est devenue le meilleur producteur de sucre au monde. Si elle exporte, il faut qu'elle importe aussi. Elle ne peut pas tout produire. C'est un tout petit pays de 1 300 000 habitants, je pense. Comme elle exporte beaucoup, il faut qu'elle importe aussi beaucoup pour pouvoir nourrir sa population. C'est le propre du commerce international. Il faut savoir donner et recevoir. Maurice dispose d'une économie diversifiée basée sur les secteurs de l'industrie et du tourisme, les services financiers, les technologies de l'information et de la communication et les énergies renouvelables, entre autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.